Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co. Aujourd'hui on teste la Z900 2020 en version donc 95 et 47 chevaux. Bon, quitte à être là, autant tester aussi la version bridée, elle a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Ou au pire ça excitera un petit peu les rageux et c'est pas plus mal. Alors là actuellement je suis sur la version 95 chevaux. Alors je sais que certains diront quel intérêt de l'acheter en 95 chevaux, autant l'acheter en 125 chevaux, mais je pense que dans tous les cas, tous ceux qui ne sont plus en permis A2 ne se poseront pas la question. On va pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais on va voir si ces 30 chevaux là manquent vraiment à l'appel. Pour moi là ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir si c'est vraiment intéressant de passer d'abord par la version bridée, quitte après ensuite à la débrider et passer en 95 chevaux. Parce qu'après tout le monde ne peut pas non plus acheter une moto tous les 4 matins. Donc Alors pour cette version 2020, qu'est-ce qu'elle a en plus ? Est-ce que c'est vraiment suffisant maintenant, sachant que pour un constructeur, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on a un best-seller comme ça qui est déjà très bien classé dans le top 10 des ventes en France. D'un côté, soit on tente quelque chose et on fait de la merde et dans ce cas-là, bah, c'est une catastrophe. Ou alors encore pire, on tente rien parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Ce qui est plus ou moins le cas déjà avec Suzuki qui, résultat des courses, se retrouve très loin dans les classements. Pour ce qui est des couleurs, en 2020, on a la grise, on a la verte, on a la blanche et on a la noire. Le détail le plus évident, c'est le bloc phare qui a été remplacé, qui est passé donc en LED avec feu de jour. D'ailleurs, maintenant, la moto est en full LED tout court et c'est quand même pas plus mal. Alors, vous l'aurez remarqué, je l'ai mis volontairement à côté de la petite Z650 qui sort aussi en version 2020. Et disons clairement les choses, pour moi, elles sont clonées. Alors, autant sur une Renault Mégane, ça me choque plus, mais je vous cache pas que pour une moto, ça me gêne toujours. J'irais même jusqu'à dire que les gabarits sont maintenant quasiment identiques entre la petite 650 et la 900. À part évidemment au niveau moteur, on voit qu'elle a les épaules un peu plus larges, mais très honnêtement de loin c'est pas violent. D'ailleurs les écopes ont aussi changé sur la version 2020, elles ont été redessinées. Quand on s'approche de plus près, on voit les différences au niveau de la partie cycle. Vous allez me dire heureusement pour une 900. D'ailleurs pour la petite histoire, ils ont renforcé le cadre. Ils ont revu les réglages de suspension et elle a pris quand même 2 kg au passage. Ouais bon ça franchement j'avoue on s'emballait. Bon comme d'habitude qui dit changement dit aussi changement de norme. Là on passe en Euro 5. Et comme à chaque fois c'est le pot qui trinque. En général ils sont de plus en plus moches avec un son de plus en plus pourri. Et là c'est un peu plus subtil que ça. Alors c'est vrai que même s'il n'est pas ultra élégant, c'est vrai que le catalyseur est quand même plutôt bien caché. Et moi ce qui m'a franchement surpris c'est plutôt le bruit, c'est quand même très feutré, on a une bonne basse, c'est propre. Y'a gueule mon vieux, on dirait une poissonnière de Ménilmontant. C'est pas étouffé. Bon évidemment je pense qu'avec un Acra ou un autre pot je pense que ça doit être beaucoup plus sympa. Mais là déjà pour l'origine franchement ça sonne plutôt bien. Après pour clôturer le débat là sur le style, c'est vrai que pour ceux qui ont suivi mon essai de la Z1000R, c'est vrai que je la trouve beaucoup plus badass. J'ai l'impression que l'objectif de la 900 c'est plus d'obéir à des codes on va dire actuels. Mais je trouve qu'elle a pas la noblesse de la Z1000R que j'adore. Après ça n'engage que moi évidemment. Alors pour en revenir au changement, on a enfin l'arrivée du traction control qui est déconnectable avec 4 modes de conduite, dont une qui est personnalisable. Donc là-dessus clairement je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de 40 modes pour que ce soit vraiment indispensable. Après je me suis aperçu qu'avec le traction control, l'air de rien, quand on a un petit peu d'excès de confiance, surtout sur des machines qu'on connaît pas très bien, il suffit parfois d'un petit rappel du traction control, même une petite pichenette pour se rappeler que on peut avoir une petite glissade. Donc dans les grandes lignes, pour le mode pluie, on a 55% de la puissance. Et bien sûr on a le traction control qui est poussé à fond. Ensuite on a le mode road où là on a le traction control qui est réglé sur 2 et on a toute la puissance. Et forcément pour le mode sport, on a toute la puissance et puis le traction control est réglé au minimum. Pour ce qui est du ressenti, c'est surtout au niveau de la poignée, plutôt de la réponse à la poignée. C'est vrai que on a une réponse au gaz qui est un petit peu différente. Moi je dirais que pour avoir une vraie différence, le mieux c'est quand même de rouler sous la pluie en mode pluie. Sur la plupart des motos que j'ai testées, quand j'ai eu l'occasion de les tester sous la pluie d'ailleurs, je peux vous dire que là par contre c'est pas de trop, c'est vraiment un plus. Et il faut savoir qu'à l'époque les patrons de chez Kawa avaient volontairement revendiqué le choix de ne pas ajouter d'électronique à ces motos au profit du plaisir de conduite de ses clients. Moi je trouve que c'est un argument qui est tout à fait recevable, hein. On le voit déjà dans l'automobile avec je sais pas moi des marques comme Caterham ou Lotus. Et puis on voit que finalement ils s'y sont mis. Alors à tort ou à raison, ça c'est à vous peut-être de me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Alors autre évolution positive, ils ont changé la monte de pneus. Ils sont passés sur du Dunlop Road Sport et Sport Max 2. Je sais qu'ils ont été très largement salués par la critique. Moi je vous dirais que la moto là est quand même neuve. Elle a que quelques kilomètres. Donc j'ai pas m'amusé à pousser les pneus dans leurs limites. Et malgré le peu de kilomètres qu'ils ont, ça accroche plutôt pas mal. Là pareil, j'aimerais beaucoup que ceux qui connaissent vraiment cette référence là de pneus donnent leur avis en commentaire. Pour ce qui est du tableau de bord, clairement pour moi c'est le vrai plus de cette moto, c'est quand même cet affichage. Alors je sais, certains diront que oui, les écrans couleurs, tout le tralala, les gadgets, ça sert à rien. Forcément ils sont pas contentés de juste mettre un affichage couleur. On a une connectivité Bluetooth, on a une application sur smartphone avec cette fameuse appli qui s'appelle Rideology. Avec cette appli on peut avoir la main sur tous les réglages de la moto. On peut même modifier les informations qu'on peut afficher à l'écran. Alors après forcément comme on a un grand écran, on a toutes sortes de choses comme la consommation immédiate, la conso mixte, la charge de batterie, le rapport engagé, etc., etc. On peut modifier d'ailleurs le fond de l'écran, on peut le mettre soit en noir soit en blanc. C'est vrai que de nuit c'est pas plus mal. On peut même paramétrer le témoin de changement de rapport. Si on veut le mettre à 4000 tours, à 6000 tours, à 10 000 tours. D'ailleurs on a un suivi GPS pour connaître son itinéraire, sachant que, attention, ce n'est pas un GPS comme on l'entend, c'est plus un tracker qu'autre chose. C'est honteux! Alors comme la Z650, vous avez aussi une indication sur la réception de mails, de SMS et d'appels. Ça sans déconner, je m'y fais toujours pas. Donc plus que le distributeur de Bombec. Bon je sais, j'ai déjà fait la blague sur la 650. C'est affligeant. Alors j'ai eu quelques retours sur l'appli, c'est vrai qu'elle bug quand même de temps en temps. Soit par rapport à l'itinéraire qui remonte pas, soit par rapport à des déconnexions, etc. Bon, ça après, c'est normal hein, pour un lancement. Non. Je pense que les développeurs vont régler ce problème assez rapidement. Alors par contre, le gros avantage qu'on a par rapport à la Z650, c'est qu'on a quand même la possibilité de modifier tous ces paramètres via les commodos. On n'est pas obligé d'enlever ses mains du guidon pour trifouiller l'écran. Bon, c'est sûr, on n'est pas au même niveau de prix non plus, hein, on est d'accord. Ouais, c'est pas faux. Alors pour ce qui est de la position de conduite, on est passé à une selle de 820 mm. Alors même si ça pourrait en effrayer certains, je vous rassure tout de suite, avec mon 1m80 j'ai les pieds tout à fait à plat. Je dirais même que pour un petit gabarit c'est pas inquiétant, on n'a pas les jambes écartées. Mais si on a un 4 cylindres entre les pattes, le réservoir est très bien creusé, c'est pas du tout gênant. D'ailleurs en option on a aussi une selle basse. Alors bonne nouvelle pour les très très grands comme Stéphane de chez Ridehouse, qui fait quand même 1m91. Pas de gêne particulière par rapport au gabarit. Alors un petit détail près, c'est vrai que lui il chose quand même du 47. Sur cette moto et comme sur beaucoup d'autres, il a souvent le talon qui touche les platines derrière. C'est un détail mais il faut penser quand même à tout le monde. Pour ce qui est de la selle en elle-même, alors côté conducteur c'est plutôt confortable. Alors attention, on est sur un roadster sportif, on n'est pas non plus sur un train couillon, c'est pas un canapé. Mais par contre, contrairement à la Z 1000R notamment et à la Yamaha, c'est vrai qu'on n'est pas cambré sur l'avant avec les pattes en arrière. On est sur une position légèrement sportive. Par contre là où c'est beaucoup moins marrant, c'est quand même au niveau de la selle passager. Je dirais même que c'est juste un scandale, tellement elle est dure. Pour moi c'est ni plus ni moins qu'un plastique moussé de tableau de bord. À mon avis au bout de 20 km il faut aller chez le kiné, ça c'est clair. Alors après il y a une chose qui est sûre hein, chez Kawasaki, c'est que les suspensions ont toujours été fermes et celle-ci c'est pas une exception. Encore une fois on est sur du roadster sportif. Et il faut reconnaître que la suspension est remarquable et pas besoin de taper dans du All-ins hors de prix pour avoir besoin de plus. Il faudra vraiment être un super pilote de circuit. Donc je pense que pour la majorité d'entre nous, ça va être vraiment dur d'arriver à ses limites. Côté freinage, même constat, hein, pas besoin de Brembo M50 qui coûte les yeux de la tête et on a du gros mordant mais très progressif. Et pour moi, c'est ce qu'on attend de mieux d'un freinage. Je vois pas ce qu'on peut lui demander de plus. D'ailleurs, je voulais mettre une petite mention sur l'amortisseur arrière qui est une très très belle pièce. Encore une fois, tout ça est paramétrable. Moi, je suis pas compétent en la matière, j'ai pas y mettre les doigts, mais je pense qu'il y a moyen de faire vraiment un truc nickel à sa mesure. Alors vous allez me dire tout ça c'est bien, mais sur nos petites routes de campagne un peu pourries et bosselées comme ici, il faut reconnaître que c'est pas terrible par contre pour le dos. Depuis tout à l'heure je fais des bons sur ma selle. Bah ouais, c'est un roadster sportif hein. Je pense que si on est un petit peu fragile du dos, c'est pas conseillé. Donc maintenant on va aborder le sujet qui nous préoccupe le plus, le moteur.
Donc ici je le rappelle, on est sur la version 95 chevaux. J'ai pu auparavant tester la version 47 chevaux. Je dirais que là on est clairement dans un moteur dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on a un moteur très plein à mi-régime, comme on peut le voir sur n'importe quel 4 cylindres du moment, on va pas se mentir, qui reprend très bas, mais qui marche très très fort dans les tours. On a vraiment le couple qui est distillé de manière très progressive, et on a beaucoup de sensations jusqu'à 10 000 tours. Après c'est vrai que derrière, il n'y a plus grand chose, mais très franchement sur un parcours lambda, à part si on veut vraiment faire péter son permis, on n'est pas très souvent aussi haut. Ce qui m'amène à vous répondre à la fameuse question, quel est l'intérêt de la version 125 chevaux? Et bah c'est très simple, ce que vous n'avez pas au-delà de 10 000 tours, bah là vous les avez, les 30 chevaux sont là, après. D'ailleurs c'est très simple, vous prenez les deux fiches techniques, vous prenez le couple et la puissance, vous regardez à quel moment ils arrivent, et vous apercevez que bah, avec 95 chevaux, il y a quand même largement de quoi rigoler. Je pense que c'est là que ça devient intéressant pour un permis à deux. Mais bon, pour ça, pour bien s'en rendre compte, je vais vous faire un petit 0 à 100, vous allez tout de suite comprendre. Bon bah là je pense que c'est clair, il n'y a pas besoin de bablater 48 heures. En 47 chevaux c'est en clair en dessous de 4000 tours elle s'étouffe. Et au-dessus de 6000 tours il n'y a plus personne. Par contre si on enroule les rapports à des vitesses légales, clairement avec le couple qu'il y a, il y a quand même largement de quoi prendre du plaisir. Alors évidemment je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas des allumés de la poignée, qui n'ont pas nécessairement besoin de rouler comme des fous. Donc je dirais pour ceux-là que s'ils veulent attendre et éviter d'acheter une deuxième moto, clairement avec 95 chevaux, ils seront largement récompensés. Je trouve qu'elle a un moteur vraiment cool, on prend beaucoup de plaisir. Surtout avec une partie ici qui va vraiment dans ce sens-là, je trouve que pour le prix, on n'est vraiment pas volé. Parce que finalement avec ça on peut tout faire, on peut rouler tranquille en ville, on peut tartiner comme des malades, ou simplement rouler sur le couple, ça ne demande que ça. Après pour tous ceux qui vont s'acharner en commentaire en me disant que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucun intérêt d'acheter ça bridé, oui bien sûr, dans ce cas là autant partir sur je ne sais pas la Z650 ou une MT-07 ou un CB650, tout ce que vous voulez. Bien sûr qu'il y en a qui sont beaucoup mieux bridés, mais encore une fois je m'adresse à ceux qui n'ont pas envie de changer de moto tous les 4 matins, et je pense que c'est en ça que c'est un achat intelligent. Pour le reste, chacun son avis, on est d'accord. Ça serait vraiment pas mal que vous donniez votre avis sur cette évolution 2020, savoir si pour vous c'est vraiment pertinent d'avoir ajouté un écran, d'avoir ajouté toutes ces aides électroniques qui peut-être lui faisaient défaut, ou pas, si vous trouvez que tout ça est superflu. Pareil pour tous ceux qui sont sceptiques par rapport à la version 47 chevaux et la version 95 chevaux, n'hésitez pas à nous dire pourquoi c'est pas intéressant selon vous. Alors évidemment il faut rester constructif. Peut-être qu'il y en a dans l'eau qui sont ravis d'avoir fait ce choix, qui pensent que c'est une bonne idée de l'avoir acheté d'abord en 47 chevaux. Je tenais sincèrement à vous remercier pour être de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça veut dire que la chaîne va dans le bon sens et c'est toujours sympa d'avoir une petite tape sur l'épaule, hein. Pensez bien sûr à laisser un petit pouce bleu et puis complètement à bientôt sur Motor Zenko.